Bonjour à tous, je suis Stéphane Béchaud, je suis journaliste. Je vous accueille dans ce premier live Solidarité CJD. On va en faire probablement plusieurs toutes les semaines, le mardi et le jeudi. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement le premier ce vendredi matin. Donc, on est ensemble de 8h30 à 9h30. Pour cette première édition, on va faire un panorama des dispositifs actuels en matière à la fois de droit du travail et puis sur les aspects financiers et économiques. Donc, une heure ensemble. On est en Facebook Live. Alors, devant moi et à distance, vous êtes nombreux, d'abord du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, mais aussi d'autres entrepreneurs. Et l'idée, c'est de vous permettre de nous poser des questions. Donc, vous avez sur le Facebook Live, vous pouvez poser des questions. On va essayer d'y répondre tout au long de cette matinée, sachant évidemment que les dispositifs sont très mouvants. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui évolueront avec le temps, mais on va faire de notre mieux pour répondre à vos questions. Je vais vous présenter tout de suite nos trois intervenants. Henri Minaudier. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Pierre Minaudier. Moi, je suis président du Centre des jeunes dirigeants. Donc, aujourd'hui, je me trouve à Montpellier, voilà, chez moi, confiné avec ma compagne, mon petit gamin qui a 16 mois et puis ma nièce qui est là. Alors, je commence très bien, je commence par dire Henri Minaudier alors que c'est Pierre. Pardon Pierre, on va dire que c'est le trait de cette première édition, c'est le premier Live Solidarité CJD. Anne-Sophie, alors là je ne vais pas me tromper, Anne-Sophie Rio, tu es avocate, où est-ce que tu te trouves, avec qui es-tu confinée? Raconte-nous. Alors bonjour à tous, Anne-Sophie Rio, effectivement. J'ai quitté Paris lundi et je pense que c'était une très bonne idée. Je suis dans les Deux-Sèvres, à Parthenay, chez mes beaux-parents, avec donc mes beaux-parents, mon bébé de 4 mois et demi et ma petite fille qui a 5 ans et mon mari. Voilà. Très bien. Mélanie Tisserand, tu es avec nous? Oui, Bonjour Mélanie. Alors, bonjour. où est-ce que tu te trouves toi? Avec qui? Dans quelle maison? Eh bien, alors moi, je me trouve chez moi, à Butry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Je suis avec mon mari et je vais récupérer mon fils dans les prochains jours, voilà, en garde alternée. Bon, voilà, on vit tous un moment assez étonnant et assez unique. Et ben donc on innove, le CJD innove et on innove avec ce Covid-19. Pierre, alors avant qu'on commence, je te propose, Pierre, hein, j'ai pas Henri, Pierre, je te propose de nous rappeler dans quel cadre on se trouve, pourquoi est-ce que le CJD a décidé de lancer ces Facebook Live, qu'est-ce que le CJD en attend? Alors un petit mot d'abord, c'est quoi le CJD et pourquoi ce dispositif? Le CJD, c'est une organisation patronale en fait qui existe depuis très longtemps, qui a été créée en 1938. Et dans l'histoire, en fait, c'était créé suite aux événements de 36, donc qui ont été un moment assez clé dans notre histoire économique. Et quelque part, ce moment historique, j'ai l'impression, se reproduit un peu en ce moment, puisqu'on a beaucoup de sujets de société. Et l'idée force du CJD, c'était l'économie au service de l'homme et non pas l'inverse. Et donc, on se trouve actuellement dans une question qui est toujours la même. Et je pense, c'est très d'actualité par rapport à ça. Et donc, le CJD, c'est pour qui? Sont pour des entrepreneurs, des cadres dirigeants de toute la France, mais même au-delà, puisque le CJD existe aussi à l'international dans 16 pays. Ça sert à quoi le CJD? Ça sert en gros à se former dans son métier de dirigeant et de manager, pouvoir réfléchir sur son entreprise et sur son système économique. Et puis tout ça pourquoi? Pour bâtir des entreprises qui sont plus durables, plus responsables et plus agréables, où il y a un bien-être aussi à vivre. Et c'est un sujet, le bien-être, qu'on abordera, je pense, dans ces lives bientôt, puisque nos collaborateurs et nous-mêmes dirigeants, on a des questions de bien-être là qui se posent à nous. Et le dernier axe sur lequel travaille beaucoup le CJD, c'est l'expérimentation. Comment agir, comment tester, comment innover dans une nouvelle forme de management. Et là, je pense qu'on va être mis à rude épreuve sur l'innovation qui va arriver devant nous. Tout ça pour essayer d'inspirer la société, nos territoires par rapport à ce qu'on peut faire comme nouvelles pratiques. Pierre, est-ce qu'au CJD actuellement on est en pleine inquiétude? Enfin, comment est-ce que tu sens les jeunes dirigeants en pleine anxiété, plein d'allant? Comment on se trouve dans ce moment extrêmement compliqué qu'on vit?
On a fait un tour météo de notre conseil d'administration il y a pas plus tard que 2 jours. On était 20 dirigeants autour de la table à donner un peu notre sentiment à la fois personnel et puis des entreprises qu'on voyait, des autres entrepreneurs autour de nous. Il y a quand même beaucoup d'anxiété, il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de sociétés qui se posent la question de maintenant et puis de l'après aussi. Et bon, il y a quelques sociétés qui vont bien, qui aussi, quelque part, ça crée aussi de nouvelles opportunités. Donc, il y a des sociétés qui vont bien, mais je dirais que dans le baromètre que moi j'ai vu, on a quand même plus de 50% à 60% des gens qui sont extrêmement inquiets. Alors Et justement, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces Facebook Live? Quelle est l'idée? Qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça doit permettre? Enfin, qu'est-ce qu'on espère que ça permette? Nous, l'intention, c'était vraiment d'abord, une de nos valeurs, c'est la solidarité au CJD. Donc, solidarité entre nos membres, puisqu'on accompagne beaucoup de nos membres avec des dispositifs d'accompagnement. Et là, l'idée, c'était de se dire, pourquoi garder ça que pour nous et donc de faire de la solidarité au-delà de nos membres. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce Facebook Live, puisque c'est une de nos valeurs fortes. Donc, quelque part, ce qu'on va essayer de faire durant ces sessions-là, c'est de vous donner des recommandations professionnelles. Là, on a 2 professionnels qui seront avec nous, qui sont Mélanie et Anne-Sophie aujourd'hui. Et on continuera à travers les prochains lives à vous donner des informations qu'on pense fiables, en tout cas à l'état de l'art qu'on a, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les dispositifs changent tous les jours en ce moment et les annonces changent tous les jours. Donc, prenez aussi ça avec responsabilité. On essaiera aussi de donner des informations plus de long terme sur le rebond, sur la reprise, comment on va pouvoir reprendre ou reprendre le travail pendant cette activité ou après si jamais on doit s'arrêter plus longtemps. Et puis aussi donner des outils pratiques d'agilité, d'innovation s'il y a besoin. Donc on va essayer de faire à la fois un mix de réponses pour gérer la crise court terme et aussi donner de la perspective sur le long terme. Alors, on va commencer tout de suite. Merci Pierre. On va commencer tout de suite avec Anne-Sophie, qui est d'ailleurs jeune dirigeant, enfin qui fait partie du CJD. Mélanie aussi d'ailleurs, hein. Vous allez voir. Alors tout le monde se tutoie au CJD. Moi, j'ai découvert ça. Je suis pas moi-même au CJD. Je suis journaliste, mais je suis pas membre du CJD. Mais on m'a dit 2 choses. On m'a dit pas de cravate et le tutoiement. Donc voilà, c'est la règle au CJD. Anne-Sophie. On va parler d'abord Anne-Sophie Rio, on va parler d'abord d'activité partielle parce que c'est un sujet qui intéresse énormément les dirigeants. On se pose plein de questions sur est-ce que j'y ai droit pour mon entreprise, est-ce que j'y ai pas droit. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui des professions, des métiers qui sont éligibles? Je suis dirigeant, j'ai pas beaucoup d'activités. Est-ce que j'ai droit à l'activité partielle ou est-ce que ce droit est soumis à plein de conditions? Alors, en théorie, toutes les entreprises, effectivement, sont éligibles au dispositif d'activité partielle si elles remplissent certaines conditions, à savoir des difficultés dans la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement, un sinistre, une transformation ou toute autre circonstance exceptionnelle. C'est ce que prévoit le Code du travail. Sauf qu'aujourd'hui, donc, c'est une circonstance à caractère exceptionnel. Donc, vous pouvez faire la demande tout à fait d'activité partielle, sauf que le ministère du Travail a précisé les choses, je pense, hier, suite à l'afflux plus que conséquent des demandes et de connexion au site activité partielle. Et à partir de là, il est venu préciser les choses. Et alors, les sociétés qui sont principalement concernées de droit, c'est toutes les sociétés avec une fermeture administrative, enfin, qui sont obligées, tous les commerces par exemple. En revanche, toutes les sociétés qui sont en capacité de travailler dans des conditions, on va dire, sereines, sanitairement parlant, eh bien celles-ci, on les encourage vivement à reprendre leur activité ou à télétravailler. Et donc, je pense qu'il va y avoir un mécanisme de négociation qui va se mettre en place avec le ministère du Travail parce que ça ne va pas être de droit de fait pour ces entreprises-là. Donc le message a changé parce qu'au début, on avait l'impression que Pénicaud nous disait, Muriel Pénicaud, c'est open bar. En fait, soit vous êtes dans une activité du type distribution alimentaire et donc ou pharmacie, et là, il faut ouvrir, mais finalement, on avait l'impression que tous les autres devaient rester confinés et que l'activité partielle, c'était pour tout le monde. Non, on est dans un dispositif qui va être plus sélectif que ça et on prend le risque, si on reste en activité partielle alors qu'on peut travailler, on prend le risque de ne pas être remboursé par l'État des sommes qu'on aura avancées pour ses salariés? C'est ça, exactement. Sachant que normalement, alors ça c'était avant le coronavirus, la demande d'activité partielle devait se faire avant sa mise en place.
Aujourd'hui, le mécanisme prévoit un effet rétroactif sur 30 jours si vous en avez besoin, et un délai de réponse qui doit être beaucoup plus rapide que les 15 jours classiques, normalement 48 heures. Sauf que, par exemple, moi, j'ai fait une demande la semaine dernière, je n'ai eu mes codes d'accès pour seulement pouvoir faire ma demande qu'hier. Qu'est-ce qu'il va falloir garder comme document, comme justificatif pour… Mélanie, peut-être que tu peux activer ton micro et nous répondre sur ce point. Est-ce que sur cette activité partielle, il y a des documents à garder, enfin, à produire pour être en capacité de montrer qu'on est en incapacité de travailler et qu'on a besoin de cette activité partielle? Alors, ben, oui, effectivement, il va falloir démontrer tout ça. Mais alors, je vais être très honnête avec toi, c'est que moi, j'ai la chance de faire gérer l'intégralité de mon social pour mon cabinet par un prestataire extérieur, ce qui fait que toute cette partie purement technique-là, je la délègue à mon prestataire. Mais j'ai déjà vu passer, en effet, des documents, des échanges avec les clients pour conserver la preuve qu'on n'est pas en mesure de maintenir une activité. Donc, c'est notamment le chiffre d'affaires, montrer qu'on a un effondrement de son carnet de commandes, qu'on ne peut pas s'approvisionner. Enfin, on a des documents comptables qui permettent de prouver ça en dehors de conversations téléphoniques avec ses clients et fournisseurs. Alors, j'imagine que tous les échanges déjà avec ces clients, quand les clients annulent des chantiers, notamment pour toutes les personnes qui interviennent à domicile, etc., ça, c'est évidemment des éléments probants. Anne-Sophie, en la matière, on peut imaginer que toutes sortes de documents, toutes sortes de preuves puissent être produits devant l'administration pour faire connaître sa bonne foi. Oui, je pense qu'il faut effectivement garder le plus possible d'éléments, les emails avec les clients, les annulations, je ne sais pas, les contrats que vous pouvez avoir et qui sont déliés par les clients. Voilà, et effectivement le plus d'éléments possible, parce que ce que j'ai pu voir aussi et entendre, c'est qu'il y aura des contrôles a posteriori qui vont être faits par le ministère du Travail pour vérifier que l'effectivité de l'impossibilité était réelle. Ok. Si je veux mettre en place cette activité partielle, comment je m'y prends aujourd'hui? Donc, il y a un site sur lequel je peux, je peux Voilà. déposer ma demande. Est-ce qu'il y a des démarches préalables? Il me semble que on ne peut pas faire ça tout seul de façon unilatérale. Est-ce qu'il faut prévenir ces représentants du personnel, son CSE? Est-ce qu'il y a des démarches à faire avant de déposer cette demande sur le site de l'administration? Alors, si vous voulez quand même gagner du temps avant même d'informer vos salariés, il faut quand même d'ores et déjà créer un compte sur le site activité partielle /Aparts, APARTS. Ça, c'est vraiment très important parce que vous voyez, il y a ce fameux délai dont j'ai déjà parlé, qui est assez long en ce moment. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir saisir votre demande. Donc, il y a au moins 4 à 5 jours avant de saisir la demande. Pour informer vos salariés, il y a une obligation, si votre entreprise est dotée d'un CSE, de consulter le CSE et bien sûr d'informer vos salariés à partir du moment où vous allez mettre en place cette mesure d'activité partielle. Si l'entreprise est complètement fermée, il faut envoyer un email à l'ensemble de vos salariés en leur précisant les modalités, ce qui va se passer. En fait, je pense qu'il y a un devoir d'information qui va bien au-delà du droit du travail, hein, c'est plus de la communication avec vos salariés. Et ensuite, réunir régulièrement, si possible aussi, le CSE par visioconférence pour les tenir informés de l'état d'avancement de la demande. Alors, il y a des premières questions qui arrivent sur le Facebook Live, et tant mieux, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'en vois une qui est celle-ci. Est-ce que le cadre dirigeant peut être mis en chômage partiel? Est-ce que c'est pour les salariés ou est-ce que c'est aussi pour le cadre dirigeant? Alors, si vous êtes par exemple en SAS, donc vous avez un statut de président assimilé salarié, donc vous n'êtes pas salarié mais assimilé, malheureusement, si vous n'avez pas de contrat de travail et si vous n'avez pas de lien de subordination avec la société, ce qui est généralement le cas puisque la société est souvent détenue, en tout cas au CJD, principalement et majoritairement par son dirigeant, malheureusement le dispositif du chômage partiel ne s'applique pas pour ces personnes-là. Après, rien ne vous empêche de faire la demande. Et encore une fois, les choses évoluent de jour en jour. Donc, on ne sait pas si oui ou non, demain, le ministère du Travail pourrait octroyer une indemnisation au titre du chômage partiel pour ces cadres dirigeants. Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours faire la demande pour en bénéficier. De toute façon, on paiera ses salariés, on se paiera ou on ne se paiera pas d'ailleurs, mais on peut espérer après, rétroactivement, avoir une aide ou pas de l'administration en fonction de l'accord ou du désaccord qui sera donné à notre demande par la directe.
C'est ça. Mais aujourd'hui, en l'état des textes, les cadres dirigeants majoritaires ne sont pas éligibles au dispositif. Alors, autre question qui est intéressante, si un cas devait être déclaré, donc si j'ouvre mon entreprise et que j'ai un cas de coronavirus, est-ce que je peux être accusé de négligence? Est-ce que finalement j'ai à- à hésiter entre deux solutions, entre deux mots? Le premier, de mettre en danger mes salariés, et le deuxième, de les payer en activité partielle sans pouvoir être remboursé de cette activité partielle. Alors là, on sort du mécanisme de l'activité Bien partielle, parce sûr. que si vous avez un cas de coronavirus qui a été déclaré dans votre entreprise, c'est plus le même mécanisme. Là, tous les salariés doivent être mis en arrêt maladie parce qu'ils ont été exposés au risque. Et donc là, c'est plus l'activité partielle qui prend le relais sur le paiement des salaires, mais bien la CPM. Ok. Ah, Amélie, pardon. Alors, on va avancer sur un deuxième sujet. Je suis sûr qu'on reparlera d'activité partielle parce que le sujet est épineux et je suis sûr que dans ces live solidarité CGD, on va être obligé d'en reparler à d'autres moments. Parlons du télétravail. Alors, on ne va pas refaire tout le télétravail, enfin tout le principe, parce que je pense qu'un certain nombre de dirigeants le connaissent aujourd'hui, et puis parce que on pourrait faire une émission entière sur ce sujet. Une seule, enfin deux questions. La première, est-ce que je peux imposer le télétravail à mes salariés? Est-ce que je peux dire oui, tu télétravailles, que tu sois d'accord ou non actuellement? Actuellement, compte tenu des mesures de confinement qui sont celles qui sont actuellement en vigueur, c'est obligatoire, enfin c'est plus que préconisé, de mettre tous les salariés en télétravail pour ceux pour lesquels c'est possible. Oui, donc l'employeur a tout à fait la possibilité de l'imposer. Normalement, ça se fait par accord collectif ou par une charte, mais aujourd'hui, le Code du travail prévoit bien qu'en cas de pandémie, il est possible de recourir de manière exceptionnelle au télétravail pour tous les salariés. Comment je fais? J'ai un salarié qui me dit: «Moi, je ne veux pas télétravailler, ça m'embête d'être chez moi, je préfère être au boulot». Vous lui imposez le télétravail, je m'y prends comment? Quelle démarche pour lui dire: «Bah, tu es gentil, mais tu vas télétravailler quand même»? Eh ben, il faut lui imposer, effectivement, il faut lui envoyer un email comme à l'ensemble des autres salariés, avertir bien entendu le CSE si vous en avez un, mais il n'y a pas de possibilité pour le salarié parce que vous vous mettez en risque en tant qu'employeur s'il sort de chez lui et qu'il est confronté au virus. Il ne faudrait pas que ça puisse vous être reproché. Donc après, s'il vient de son propre fait, c'est de sa responsabilité. Mais vous, en tout cas, il faut normalement mettre toutes les mesures possibles pour qu'il ne se présente pas sur son lieu de travail. Alors, à l'inverse, est-ce que mon salarié peut dire: «Bah, tu es gentil, moi, je ne viens pas travailler, je veux du télétravail», alors même que vous considérez, vous, qu'il n'est pas en capacité de télétravailler pour plein de raisons? Est-ce que votre salarié peut dire: «Eh bien, si, je serai en télétravail quand même»? Alors oui, 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 ça c'est effectivement quelque chose qui se présente en ce moment beaucoup. Et non, le télétravail, c'est pas un droit. C'est quelque chose qui peut être imposé par l'employeur, mais c'est pas un droit vis-à-vis du salarié. Si vous avez ouvert votre entreprise, vous avez mis en place les mesures barrières, vous avez affiché toutes les petites affiches disponibles sur Internet avec tous les gestes essentiels pour se préserver, le salarié doit venir travailler s'il n'y a pas de péril imminent, et donc il doit venir travailler, sauf à utiliser son droit de retrait. Mais là, je pense que ce serait compliqué pour un salarié de démontrer qu'il y a un péril pour sa vie ou sa santé, dans la mesure où l'employeur a mis toutes les mesures requises et préconisées par le gouvernement pour venir travailler. Alors, on va revenir sur le droit le droit de retrait après. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a une question, on va y répondre très vite, mais qui revient sur l'activité partielle. Alors, on est parti sur le télétravail, mais pourquoi pas? Est-il possible d'avoir un salarié 2 jours dans l'entreprise ou 2 jours qui travaille et en activité partielle le reste de la semaine? Oui, ça c'est tout à fait envisageable. L'activité partielle, c'est pas une question de je ferme l'établissement et je mets tout le monde en activité partielle. Vous avez même la possibilité de moduler par jour, c'est-à-dire que vos salariés peuvent venir travailler ou télétravailler 2 heures par jour et faire une demande d'activité partielle pour les 5 heures restantes. Attention, le dispositif d'activité partielle ne s'applique pas aux heures supplémentaires, hein. Ça n'est éligible que pour les salariés qui sont aux 35 heures. Et il y a des mécanismes spécifiques qui s'appliquent pour les salariés au forfait jour, qui peuvent être concernés si vous fermez l'entreprise plus d'une demi-journée Alors, on par vient de semaine. répondre. Oui, oui. Alors, autre question. Alors, on va revenir toujours sur l'activité partielle, parce qu'il y a des questions encore là-dessus. Qu'en est-il des nouveaux salariés? Mon salarié doit commencer à travailler cette semaine. Est-ce que je dois activer le chômage partiel ou annuler le contrat?
Eh bien là, après, c'est effectivement une décision de gestion de l'entreprise. Euh, Ça, faut vraiment contacter le salarié qui doit commencer prochainement et voir avec lui si c'est pas possible de décaler sa période de prise de poste parce que c'est un élément qu'on pourrait éventuellement vous reprocher si vous arrivez enfin, si le salarié arrive et qu'il se met directement en chômage partiel. Alors, on va revenir sur le télétravail pour une dernière question. En matière de télétravail, est-ce que je dois prendre les mêmes décisions pour des salariés qui font le même travail? Est-ce que je peux décider? Est-ce que je prends un risque à dire, toi, tu viens travailler, toi, tu peux télétravailler? Enfin, est-ce que j'ai une sorte d'égalité de traitement à respecter en matière de télétravail, de telle sorte que ce ne soit pas à la tête du client? Alors, c'est vraiment préférable que ce soit pour le télétravail, il faut que ce soit effectivement pour les salariés. Après, il peut y avoir des salariés. Là, moi, j'ai un client particulièrement qui est concerné parce qu'il y a des mesures qui doivent être faites en laboratoire, pas tous les jours, mais certaines fois. Donc, on a prévu pour ce salarié-là que lui, il est en télétravail comme les autres, mais qu'il devra se rendre de temps en temps au laboratoire pour faire des manipulations qui sont impossibles à son domicile. Et dans ce cas-là, on a prévu de lui fournir une attestation, comme c'est requis, pour le déplacement professionnel. Pierre, est-ce qu'en matière d'activité partielle ou de télétravail, il y a des choses qui te remontent du réseau du CJD? Est-ce que tu as des choses à nous Oui. partager sur ces sujets-là? Oui, en fait, le point majeur, c'est effectivement la reprise ou non du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui remontent des entrepreneurs partout en France, notamment du bâtiment, mais pas que. Je pense sur les services de nettoyage, il y a aussi des cas. Sur est-ce que je dois reprendre le travail alors que j'ai fermé lundi, suite au discours du président de la République. Et je pense que c'est la grosse question du moment, en fait, pour beaucoup d'entrepreneurs. Hier, j'ai eu une réunion, moi, c'est avec l'ensemble des organisations patronales et qui redescendait un peu le message du président de la République. Aujourd'hui, le mode de pensée, comme l'a dit Anne-Sophie, a un peu changé, un peu pivoté depuis hier, où finalement on se rend compte qu'il faut quand même un minimum d'activité économique pour faire tourner le pays. La problématique des dirigeants au jour d'aujourd'hui, enfin du gouvernement et au-delà, c'est de savoir finalement quelles sont les activités économiques essentielles pour faire tourner le pays en ce moment. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de savoir dans la chaîne de valeur entre les fournisseurs et les clients, tout est très interconnecté et c'est difficile de savoir qui est essentiel finalement pour faire tourner le service minimum pour le pays, c'est-à-dire assurer que surtout nos soignants puissent travailler correctement, parce que c'est ça l'essentiel aujourd'hui, et puis que tout le monde puisse avoir le service à manger, être chauffé, pouvoir communiquer comme on le fait aujourd'hui, etc. Et donc, dans ces moments-là, la décision a été plutôt de dire ceux qui peuvent reprendre. C'est-à-dire, il y a deux conditions, hein, pour être très clair. Il y a une condition économique, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'avoir des clients en face et surtout avoir des fournisseurs qui puissent nous fournir si jamais on a un métier de transformation. Et l'autre condition, c'est de pouvoir assurer en tant que dirigeant que les conditions de travail sont là. Parce que si les conditions de travail ne sont pas là, c'est pas possible de travailler comme l'ont dit Anne-Sophie et Mélanie. Donc ça, c'est vraiment il y a une réaction d'ailleurs sur Facebook. Le BTP entraîne de la promiscuité, qu'en est-il? Effectivement, BTP, on peut dire oui, on peut bosser. La question, c'est est-ce que je bosse à distance respectable? Est-ce que je suis au moins à 1 mètre de mes collègues? Ou est-ce qu'on est dans le même camion? Est-ce qu'on travaille en très grande proximité avec les problématiques de santé que ça pose? Effectivement, on a suivi ça de très près puisque les différentes fédérations du bâtiment se sont exprimées là-dessus. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si le dirigeant n'est pas en capacité d'assurer que les conditions sanitaires sont là, à ce moment-là, il vaut mieux s'arrêter. C'est assez clair en fait. Par contre, si l'artisan qui est du BTP travaille seul sur un chantier, n'est pas exposé à un client, que le client est prêt à le laisser venir, mais avec les conditions de sécurité, là, il peut travailler. Par contre, être à deux dans une camionnette, ça, c'est interdit. Aujourd'hui, on n'a pas les conditions de sécurité pour le faire. Par contre, s'il y en a un qui a, par chance, une autre voiture personnelle, ils peuvent venir à deux sur le chantier, ne pas travailler ensemble, c'est-à-dire être à plus d'1 mètre de distance minimum. Là, les conditions sont réunies. Par contre, si on n'est pas capable de réunir ces conditions-là et qu'il y a de la promiscuité, à ce moment-là, moi, je recommanderais d'arrêter l'activité.
Alors, Très Anne-Sophie, clairement. merci Pierre. Anne-Sophie, on a plein de cas, de situations, d'exemples de salariés qui disent ben, à leur patron, ben, moi en fait je refuse de travailler, je considère que je ne suis pas en sécurité, je ne veux pas travailler. Alors, pas forcément en exprimant le mot droit de retrait ou pas. Qu'est-ce qu'on fait quand un salarié dit ben, moi en fait, pour ma santé, pour ma sécurité, je suis désolé, je reste chez moi. Eh bien, il y a deux options. Soit vous estimez qu'effectivement, il se met en péril s'il vient travailler, et donc c'est dangereux pour lui. Et donc, c'est votre responsabilité de lui dire, OK, j'entends ton point, ce qu'on appelle le droit de retrait en droit du travail. S'il ne prononce pas le mot droit de retrait, c'est pas grave. Enfin, on peut dire oui, effectivement, tu Je restes me chez sens, toi. voilà, pardon, je me sens en insécurité, par exemple. Voilà. Mhm. Effectivement, parce que la notion de droit de retrait, c'est quand même quelque chose d'un peu technique. Ouais. Donc, si le salarié dit j'ai peur pour ma vie, j'ai peur d'être malade, c'est ce qu'on va appeler le droit de retrait. Donc, soit là, voilà, première option, tu restes chez toi, tu as raison. Mais si moi, j'estime en tant qu'employeur que non, j'ai mis en place toutes les mesures nécessaires pour que tu viennes en sécurité travailler, eh bien, tu dois venir travailler. Et malheureusement, si tu n'es pas d'accord, eh bien, il y a un litige qui va s'ouvrir. Ce serait bien de ne pas en arriver là. Donc, encore une fois, je préconise vraiment le recours à la communication le plus possible, la discussion avec vos salariés. Mais si votre salarié ne vient pas travailler, vous pouvez considérer que c'est soit un abandon de poste, soit une absence injustifiée. Et ne pas le payer à cette période-là. Et si lui n'est pas d'accord, il peut saisir la juridiction prud'homale, sachant que les tribunaux sont fermés. Donc aujourd'hui, il y a quand même juste les actions en référé qui sont ouvertes. Mais voilà, essayez vraiment de ne pas en arriver là. Et alors, quand même, si mon salarié dit je viens pas, je dis bah, tu dois venir, ben non, je viens pas. Est-ce que je peux dire bah, ok, t'es gentil, les journées où tu travailles pas, je ne te paierai pas. Est-ce Oui, que c'est vous ça. pouvez dire ça? Est-ce qu'on peut le faire? Quel risque on prend pour un patron à dire ok, tu ne viens pas, tu auras une retenue sur salaire du montant des heures que tu n'auras pas effectuées? Vous pouvez tout à fait le faire. Il faut bien sûr garder toutes les preuves des mesures que vous avez mises en place au sein de la société et toutes les recommandations qui ont été suivies. Donc vraiment collecter le plus de preuves possible, faire des attestations idéalement à des gens qui ne sont pas salariés et qui ont vu toutes ces mesures. Et puis après, s'il y a un litige qui s'engage devant le conseil de prud'homme, ce sera aux salariés de prouver que vous n'avez pas les mesures et qu'il y avait un vrai danger sur sa santé, ce qu'on appelle le péril imminent sur sa vie. Est-ce que qu'est-ce que dit la jurisprudence d'habitude? Est-ce qu'elle est plutôt favorable aux salariés ou aux employeurs en matière de droit de retrait? Et est-ce que dans le cas présent, dans ce cas de pandémie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les tribunaux soient assez sympathiques avec les salariés, soient compréhensifs sur ce droit de retrait? Alors non, le droit de retrait, il faut quand même vraiment qu'il y ait la jurisprudence considère qu'il faut que ce soit un péril imminent sur la vie ou la santé du salarié. Donc, après, c'est effectivement un problème de charge de preuve. Donc, la jurisprudence va considérer si oui ou non vous avez beaucoup d'attestations ou beaucoup d'éléments qui vous démontrent que vous avez mis tout en place pour préserver sa santé et sa sécurité. Donc, si le CSE a été consulté, voilà, là, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir mis les mesures nécessaires et donc le salarié a fait un droit de retrait abusif. Ouais. Si je considère que mon salarié il me dit bah, je ne veux pas venir travailler, je considère qu'effectivement c'est compliqué de le faire travailler en santé et en sécurité, je le paye normalement et j'essaie de déclencher le mécanisme de l'activité partielle. C'est ça, Exactement. le bon Voilà, mécanisme? c'est tout à fait ça. Ok. Alors, à ma grande surprise, je pensais que sur le droit de retrait, on allait avoir plus de questions. Il n'y en a pas beaucoup sur le droit de retrait. Alors peut-être que ça veut dire que les, que les dirigeants finalement arrivent à dialoguer avec leurs salariés. Donc tant mieux si c'est le cas. On va parler du dernier dispositif en la matière, qui est celui de l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Est-ce qu'il pose des problématiques particulières? Est-ce que Anne-Sophie, tu as rencontré dans ton activité des problématiques en la matière? Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne? Alors moi, j'ai pas rencontré de difficultés, enfin mes clients n'ont pas rencontré de difficultés particulières sur ce point, hormis le fait
qu'on m'a souvent demandé, est-ce que c'était cumulatif avec l'activité partielle? Non, c'est alternatif. C'est soit votre salarié est en activité partielle et payé par Pôle emploi, soit effectivement il est payé par l'assurance maladie parce qu'il est en arrêt de travail. C'est au salarié de vous faire la demande, mais c'est à vous en tant qu'employeur d'aller faire la déclaration sur le site Déclare Amélie. Et à partir de là, vous indiquez que le salarié doit garder son enfant. Le salarié doit vous remettre une attestation comme quoi c'est lui qui garde bien son enfant et pendant une période aujourd'hui de 14 jours. Ça, c'est tout à fait possible. Si le confinement est renouvelé, le site Amélie précise qu'il y aura possibilité de prolonger ce premier arrêt de 14 jours pour garder vos enfants. C'est donc la sécurité sociale qui prend le relais, qui paye les indemnités journalières de sécurité sociale pour le minimum. Et en revanche, vous pouvez être obligé, vous, en tant qu'employeur, de maintenir le salaire au-delà des indemnités journalières de sécurité sociale. Et là, il faut aller voir dans votre convention collective ce qui doit s'appliquer. Qu'il y a des règles spécifiques, parce que sur les indemnités journalières de sécurité sociale, il n'y a pas de délai de carence. En revanche, sur les mécanismes conventionnels, il peut y en avoir. Après, il y a des histoires de conditions d'ancienneté qui peuvent aussi s'appliquer. Mais est-ce que ces dispositifs-là n'ont pas sauté Est-ce qu'il n'y a pas un décret qui devait justement annuler ce délai de carence pour les indemnités complémentaires, pour que la prise en charge soit dès le premier jour et pas au 8e ou au 7e? Il me semblait qu'il y avait des choses en la matière qui étaient plus favorables aux salariés, donc plus défavorables aux dirigeants. Ouais. Pour le moment, non. Enfin, ça n'a pas été complètement ancré. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier dans votre convention collective et toujours appliquer ce qui est le plus favorable aux salariés. C'est la règle en droit du travail, on applique ce qui est toujours le plus favorable aux salariés. Donc, faire des calculs, ça peut être un peu fastidieux. Donc, faites-vous assister de votre expert comptable ou de votre responsable administratif et financier si vous en avez un pour pouvoir savoir quel montant doit être versé à votre salarié. Est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie financière en se disant, tiens, combien mon salarié serait remboursé s'il est en arrêt de travail parce qu'il garde son enfant, ou si je le mets en activité partielle? Alors, tu as dit, on ne peut pas cumuler les deux, mais on pourrait prendre l'un ou l'autre des dispositifs et les deux ne coûtent pas le même prix à l'employeur. Est-ce que le dirigeant, il peut essayer de jouer du mécanisme pour regarder ce qui lui coûte le moins cher à lui? J'ai eu des cas, moi, de retour de certains JD, effectivement, qui ont regardé effectivement ça, c'est-à-dire que toujours à la faveur de leurs salariés, en fait, mais c'est comment finalement mieux les accompagner financièrement dans cette période-là et qu'est-ce qui était le plus avantageux à la fois pour le salarié et forcément aussi pour l'entreprise. Donc, trouver le meilleur mécanisme. Donc, pour ça, il faut quand même avoir un peu de moyens en termes effectivement de RAF ou d'experts comptables. Mais il y a certaines entreprises qui ont effectivement fait ces calculs pour indemniser le mieux possible à la fois le salarié et que ça coûte le moins possible à l'entreprise, effectivement. Est-ce que, Anne-Sophie, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a un dispositif qui est quand même plus solide que l'autre? Parce que l'activité partielle, on n'est pas sûr d'en bénéficier. L'arrêt pris en charge par l'assurance maladie, si le salarié y a droit, il y a droit. Donc, peut-être que c'est le dispositif le plus stable, le plus robuste, pas forcément le plus intéressant financièrement, mais le plus robuste et le moins sujet aux aléas. Il y a droit s'il est vraiment malade ou s'il a vraiment un enfant de moins de 16 ans à domicile et si l'autre parent n'a pas bénéficié lui-même d'un arrêt maladie pour garde d'enfant. Donc ça, c'est infaillible seulement à ces conditions-là. Après l'activité partielle, si vous avez eu l'autorisation d'activité partielle, alors c'est vrai que pour l'instant c'est un peu aléatoire, mais si certains l'ont déjà eu, le mécanisme est infaillible aussi. Si vous avez l'autorisation de bénéficier de l'activité partielle, vous serez indemnisé et qui plus est aujourd'hui, avant il y a une indemnisation qui était seulement à hauteur d'entre 7 et 8 euros de l'heure pour chaque salarié indemnisé. Aujourd'hui, ce qu'a annoncé le ministère du Travail, c'est que l'indemnisation, elle se fera de l'intégralité du montant que vous versez à votre salarié, bien sûr dans la limite de 84% de son salaire net ou 70% de son salaire brut. Il me semble qu'il y a un plafond à 4 SMIC et demi. 4,5 SMIC, donc ça fait 6 000, un peu plus de 6 000 euros. Oui, ça fait 36,13 € de l'heure. Oui, c'est quand même pas mal. Mélanie, est-ce que tu as toi aussi été sollicitée par des clients sur cette question activité partielle, assurance maladie? Est-ce que cette petite ingénierie financière, tu as des choses à nous dire en la matière? J'ai rien de plus que ce qu'a dit Anne-Sophie, puisqu'effectivement, il faut, quand tu parles d'ingénierie financière, j'entends ce que tu veux dire, mais pardon. C'est pas le coronavirus, Mélanie? Non, non.
Non, non, tout va bien. Mais quelque part, il faut aussi que chacun se responsabilise. Et dans l'immense majorité des cas, les chefs d'entreprise sont très responsables. Et moi, je ne vois pas d'abus, ni même de tentative d'abus par rapport à tout ça. Donc après, en fonction de ce à quoi peut bénéficier le salarié, il faut le placer dans l'un ou l'autre des dispositifs. Anne-Sophie, merci beaucoup pour toutes tes explications en droit du travail. Alors, bien sûr, tu vas pouvoir encore continuer à échanger avec nous. Je ne doute pas, je crains qu'on ait à reparler de ce genre de sujet dans les prochaines semaines. Là, maintenant, on va parler un peu d'aspect financier, parce que c'est quand même aussi un sujet qui intéresse beaucoup les dirigeants, la dimension, les finances, la trésorerie. Mélanie, tous les dirigeants sont aujourd'hui dans une situation compliquée sur un plan financier. Alors, certains ont de la trésorerie, d'autres n'en ont pas. J'ai envie de dire un truc tout bête. Si j'ai beaucoup de trésorerie, est-ce que le but du jeu, c'est de dire, tant pis, je vais puiser dedans, ou est-ce que, en aucun cas, je ne suis censé puiser dans mes économies en ce moment-là, dans le moment qu'on vit? Est-ce que je dois, malgré ma trésorerie abondante ou pas trop mauvaise, faire tout ce que je peux pour essayer de la préserver? Alors, je te dirais que oui, bien sûr, on ne sait pas combien de temps tout cela va durer, mais avant de pouvoir se positionner par rapport à cette trésorerie, je crois qu'il y a un élément fondamental, c'est de connaître son point mort, c'est-à-dire le montant de charges que l'on a à sortir par mois, tout cumulé, pour voir avec cette trésorerie combien de temps on tient. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, ce point mort, alors sans rentrer dans de la grande mathématique financière, de la grande mathématique comptable, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'on regarde d'un côté? Qu'est-ce qu'on regarde de l'autre? En gros, si tu veux, si ton activité, elle s'est arrêtée, ton point mort, ça va être toutes tes charges fixes. Donc, évidemment, les salaires, les loyers, les factures EDF, les factures de téléphone, toutes les locations, crédits beaux, etc. Donc, prendre tout ça, et il suffit de regarder finalement le dernier exercice, quel a été ton taux de charge, ton montant de charge, voilà, et pour avoir une idée de son point mort. Et ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, il faut, soit on a un responsable administratif et financier, on lui pose la question, soit on a un expert comptable, on lui pose la question. Mais dans tous les cas, il va falloir que les chefs d'entreprise se mettent dans ce processus d'analyse fine de leur activité. Ok. Alors, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions. Donc, si vous avez des questions sur la trésorerie, sur des dimensions financières, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et Mélanie, notamment, est là pour ça. Alors, on va parler des mesures d'urgence. Mélanie, si je n'ai pas de rentrée d'argent et que j'ai des dépenses fixes, parce que de toute façon, j'en ai, qu'est-ce qui a été prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait des dispositifs dont on peut bénéficier pour décaler, ces sorties financières? Alors déjà, première des choses immédiates, c'est le décalage des charges sociales. Donc il y a eu une première échéance lundi dernier. Bon, on est vendredi. Si les chefs d'entreprise n'ont pas décalé cette échéance-là, vraisemblablement, elle a été débitée du compte bancaire aujourd'hui. Mais le 15 avril, la même chose pourra se reproduire, c'est-à-dire qu'on peut demander le décalage des charges sociales URSSAF dans leur intégralité, et ceci pour 3 mois. Alors, Simple mail. on me souffle dans l'oreillette qu'il faut que tu te mettes plus au centre de ton écran et que tu… Voilà. Voilà. Voilà, qu'on te voit bien et que tu sois Oui. bien… Désolée, j'ai une lumière qui a cramé. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on veut décaler ces charges. Comment est-ce qu'on s'y prend? À qui on écrit? Qui on joint pour avoir droit à ce décalage? Alors, qui on joint? D'abord, on joint la personne qui fait ce qu'on appelle la DSN, c'est-à-dire la déclaration des données sociales mensuelles, puisqu'il faut que ça passe par cette DSN pour mettre les compteurs à zéro. Donc, on déclare bien ce que l'on a à déclarer. En revanche, on met le paiement à zéro. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Et puis, un simple mail à l'URSSAF pour prévenir qu'on souhaite décaler cette échéance. Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas décaler, que j'ai l'obligation de payer, sur lesquelles il n'y a rien à négocier avec les autorités publiques?
Alors clairement, tout ce qui est impôts indirects. Donc les impôts indirects, c'est quoi? C'est la TVA, par exemple. Donc là-dessus, il était tentant de mettre sa TVA à néant pour le mois de février pour n'avoir rien à payer. Moi, j'invite tous ceux qui ont fait ça d'être vigilants et de régulariser rapidement. Parce que la TVA, ça vous appartient pas. Vous avez collecté Exactement. pour un tiers, mais ça Voilà. ne fait que transiter dans vos comptes, mais ça n'est pas à vous, à Oui. aucun moment. À aucun moment. Et de la même façon que le prélèvement à la source, donc le PAS, le fait de précompter sur le net à payer des salariés le montant de leur impôt et de le reverser à l'État, bien évidemment, il est absolument hors de question de le conserver. Alors, il y avait une question tout à l'heure qui était plutôt dans le fil. Alors, continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Il y avait une question tout à l'heure qui intéresse beaucoup de dirigeants, c'est celle du décalage des loyers. Alors, on a entendu parler de ces loyers. Très personnellement, je n'ai pas très bien compris comment ça allait fonctionner. Les bailleurs ne sont pas des bailleurs publics, sont des bailleurs privés pour l'essentiel d'entre eux. Comment je peux obliger, enfin, qu'est-ce que je fais pour dire à mon bailleur, ben, écoute, tu es bien gentil, mais en fait, je ne vais pas te payer le loyer ce mois-ci. Ça marche aussi pour l'électricité, le gaz, ce genre de facture. Alors, par rapport à ça, déjà, ce qui me semble important de préciser, c'est que ça ne concerne pas du tout les particuliers. C'est uniquement pour les professionnels, premièrement, et uniquement pour les professionnels les plus en danger. Ça veut dire il faut vraiment être en très, très grande difficulté pour pouvoir éventuellement demander à son bailleur de décaler. On a des précisions sur la façon dont ça se passe aujourd'hui, ou c'est encore une parole en l'air sans aucun texte qui permet C'est pas de très clair pour le moment. Oui, donc on peut pas. C'est difficile d'imposer aujourd'hui à son bailleur. Si on peut juste négocier, lui dire ce serait sympa que tu me fasses une fleur ce mois-ci, mais on est plutôt dans la petite négociation aujourd'hui que dans le dispositif qu'on peut imposer. Oui, pour l'instant, effectivement. Alors, il y a quand même une chose, c'est que si on est propriétaire via une SCI de ces locaux professionnels, ce que l'on peut faire, puisque du coup, c'est un bail avec nous-mêmes, ce que l'on peut faire, c'est demander le décalage des échéances d'emprunt de la SCI auprès de la banque et du coup, suspendre le versement des loyers par la société d'exploitation à la SCI. Alors, on a parlé de. Là, il y a une question, et c'est un sujet qu'on voulait évoquer, donc ça tombe bien, qui est la question de l'aide de 1 500 € auquel les indépendants pourraient avoir droit. Est-ce qu'il y a des précisions sur cette aide? Pour qui? Quelle est la période de référence qu'on regarde pour vérifier que le chiffre d'affaires a baissé ou pas? Enfin, qui a le droit de bénéficier de cette aide? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Alors, premier critère, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Voilà, donc plutôt les TPE, PME. Sur l'année quoi? Sur l'année Sur sur l'année l'année. 2019? Sur l'année 2019, absolument, Ouais. la dernière année qu'on peut comparer. Donc, ensuite, on va comparer. Il faut que le chiffre d'affaires du mois de mars 2020, il y ait une perte de 70% ou plus par rapport à mars 2019. Ou que l'activité ait été totalement stoppée du fait de l'absence d'approvisionnement, du fait d'une fermeture rendue obligatoire par les décisions du gouvernement. Mais on regarde mars et mars. Mars 2019, mars 2020. C'est ça le principe. Alors, c'est le principe. Et évidemment, on se pose la question de savoir comment on fait quand on vient de créer sa société. Alors, il y a eu des précisions par rapport à ça. Donc, on pourra comparer non pas mars 2019 et mars 2020 s'il n'y avait pas d'existence préalable. On pourra comparer avec janvier 2020. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot actuellement, qui n'ont pas d'activité, mais qui ont du chiffre d'affaires qui rentre, parce qu'il y a des factures qui rentrent maintenant, il y a des décalages. J'ai travaillé au mois de février, je suis payé au mois de mars, mais au mois de mars, je ne bosse pas. C'est en avril que ça va se voir sur mes comptes. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est prévu pour quand on est dans ce cas-là? Mais quand on est dans ce cas-là, on va payer sa TVA. Si la question est là, c'est que ce qu'on va encaisser, on va le payer. Alors attention quand même, c'est qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu essayer de se projeter un petit peu dans les mois qui viennent. Pourquoi? Parce qu'imaginons que j'ai une activité, je suis restaurateur, j'ai là la TVA du mois de février. Donc, j'ai encaissé normalement en février, d'accord? Donc là, en mars, clairement, je dois de la TVA. Sauf que en mars, je suis fermée quasiment la moitié du mois.
en avril, vraisemblablement, je serai fermée et donc je n'aurai plus d'entrée d'argent. Ce qui veut dire que, et alors là, évidemment, je suis à la limite quand je dis ça, mais malgré tout, je me dis, il va y avoir de la TVA déductible qui, elle, va continuer d'arriver sur le mois de mars et avril. Le montant de TVA qui est à payer sera complètement absorbé par cette TVA déductible. Donc, peut-être qu'il serait quand même intelligent pour préserver sa trésorerie, surtout que les restaurateurs vont avoir une vraie problématique de trésorerie. Peut-être qu'il serait intelligent de se projeter sur les 2-3 mois qui viennent. Est-ce qu'en matière d'emprunt bancaire, enfin, quels sont les dispositifs? On a parlé d'une caution de BPI France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux qui auraient besoin d'emprunts bancaires supplémentaires pour tenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Alors, effectivement, donc il est prévu un déblocage de 300 milliards d'euros, je crois, voilà. Ouais, je te confirme, Alors, ben Mélanie. voilà, Voilà. Pierre, vas-y. Alors, donc, on a eu l'information hier sur le plan à 300 milliards. Donc, ce plan-là sera. Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire déjà, hein. Mélanie, tu pourras préciser, mais il y a déjà le décalage des encours. Donc, ça, c'est un premier mécanisme que vous pouvez actionner. Donc, les encours des prêts courants. Donc, sur BPI, ça se fait pratiquement automatiquement. Moi, je peux vous témoigner que j'avais un encours sur BPI qui a été décalé de 6 mois automatique avec un simple email. Donc, ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, ça se fait assez facilement. Vos crédits commerciaux, enfin avec les banques commerciales aujourd'hui, se décalent aussi assez facilement. Pas toutes, mais la plupart des banques ont fait l'effort aussi. Donc ça, n'hésitez pas aussi à retourner vers vos partenaires bancaires pour demander le décalage de vos encours. Généralement, c'est 3 mois minimum et dans les discussions, vous pouvez aller un peu au-delà, mais là, on est plus sur du 3 mois. Et après, il y a effectivement comment financer des nouveaux besoins d'argent par rapport à soit de la trésorerie, soit par rapport à essentiellement de la trésorerie. Donc là, les précisions ont été faites hier par le gouvernement. Donc le plan de 300 milliards va se débloquer. Donc ce plan comporte en fait des emprunts qui seront à 90% couverts par l'État. Le taux d'emprunt n'est pas encore connu, sera minimum parce qu'on ne peut pas faire des taux à zéro. Et puis, dans la précision, c'est que les échéances de paiement de ce prêt seront décalées à 1 an. Donc, c'est des prêts maximum sur 5 ans, mais le paiement du retour de ces prêts, de ces traites, sera décalé d'1 an. Le montant des prêts qui seront fixés seront capés à un maximum de 25% du chiffre d'affaires de l'année N-1 de l'entreprise. Donc, si vous avez des besoins d'argent, c'est ce qui va être mis en place, sachant que le délai, c'est pas immédiatement disponible, puisque le décret va passer vendredi, enfin aujourd'hui ou lundi, et le temps que ça redescende en fait dans les structures des banques, que ça se mette en place, ça va prendre bien 1 semaine à 10 jours. Mais d'ici 10 jours, vous pourrez commencer à demander ces nouveaux emprunts bancaires à vos banques commerciales. Voilà. Merci Pierre pour ces précisions. Mélanie, ça veut Oui. donc dire que franchement, mon banquier n'a pas tellement de raison de me refuser ce prêt parce que le risque qu'il prend est franchement minimal en la matière. C'est clair. Une caution de BPI à 90%, j'ai jamais vu ça. Donc, effectivement, ils prennent pas beaucoup de risques. Donc, j'ai vraiment une marge de négociation avec mon banquier en la matière pour lui dire, bah, écoute, tu es gentil, vu les risques que tu prends, j'attends de toi que tu m'aides dans ces moments difficiles. Absolument. Et puis de toute façon, le banquier a tout intérêt à le faire parce que il peut y avoir un découvert bancaire, il peut y avoir d'autres emprunts. On est dans une stratégie gagnant-gagnant. Donc le banquier qui ne suivrait pas son client prendrait aussi le risque de le voir mourir. Pierre, est-ce que tu as des exemples de jeunes dirigeants qui ont de grosses difficultés avec leur banque? Enfin, est-ce qu'il y a des retours du réseau qui montrent des situations très compliquées, au contraire plutôt une bonne compréhension de la part des banquiers? Je dirais que le système bancaire joue plutôt le jeu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, alors, si je remonte à lundi, les premiers exemples étaient compliqués, mais je pense que c'était compliqué pour tout le monde, y compris pour nos partenaires bancaires, parce que les banques sont aussi des entreprises et elles aussi avaient à prendre leurs décisions. Mais au fur et à mesure de la précision des annonces gouvernementales, je pense que tout le monde
relaxe un peu par rapport à tout ça. Et donc, et puis aussi, les systèmes de gouvernance des banques font que les décisions descendent aussi à chaque niveau. Et maintenant, il y a une plus grande fluidité sur le décalage, notamment des encours bancaires. Des encours qui étaient bloqués là se débloquent. Et puis, effectivement, ce nouveau plan à 300 milliards, je pense, va donner beaucoup de souffle à tout le monde d'ici 10 jours. Mélanie, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs dont on n'a pas, parlé, dont tu as connaissance, que les dirigeants peuvent activer pour essayer de préserver leur trésorerie, de préserver leur entreprise tout simplement? Alors oui, l'acompte IS, donc qui fait partie des impôts directs, l'acompte IS qui a été payé lundi dernier aussi. En fait, tout a été payé lundi, donc c'est un peu. Le jour où le président nous annonce Voilà, le confinement, voilà, exactement. on paye son impôt sur les sociétés. Oui, c'est bien vu. Voilà, donc l'acompte IS qui peut parfois être important. Évidemment, pour ceux qui ont réussi, pardon, à faire décaler, enfin à annuler cet acompte, pas de souci. Pour ceux qui l'ont payé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le retirer, eh bien vous avez la possibilité de demander le remboursement. Donc il ne faut pas hésiter évidemment, et ils sont très réactifs au service des impôts. Et je pense que cette demande de remboursement peut se faire par un simple mail. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose dont on n'a pas parlé, il semblerait que sur ces impôts directs également, il soit possible d'obtenir des dégrèvements. Alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. C'était un des premiers éléments qui est tombé au tout début de la crise sanitaire. Donc le dégrèvement, la différence entre décalage et dégrèvement, le dégrèvement, c'est l'annulation pure et simple de l'impôt. Ah, c'est mieux ça. Bah, c'est pas mal. Mais alors attention, toujours pareil, il faut pas que les dirigeants se frottent trop les mains, parce que bien entendu, c'est normal, ça ne concernera que les entreprises les plus en difficulté. Quand on parle de décalage, le décalage, c'est de combien de temps? Parce que moi, si on décale mes impôts de 3 mois, je suis content pendant 3 mois, mais 3 mois plus tard, le risque, c'est que je paye l'impôt d'il y a 3 mois et puis l'impôt d'aujourd'hui. Donc, je vais avoir à payer 2 impôts en même temps. Est-ce que c'est ça le décalage, ou est-ce que c'est un peu plus sioux que ça, de telle sorte qu'on mette les entrepreneurs dans une situation moins difficile? Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises, puisqu'on a des surprises tous les jours. Mais en effet, donc ça va être décalé. Moi, j'ai vu 3 mois, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y aura tout à payer d'un coup. Les situations vont être telles qu'il y aura une vraie souplesse de la part des organismes sociaux. Et alors, je tiens à préciser une chose qui me semble importante, c'est qu'on va avoir plusieurs cas de figure dans les entreprises. On va avoir des gens, par exemple, dans l'événementiel, qui aujourd'hui ont un trou de trésorerie monstrueux parce que tout a été décalé, annulé, décalé. Quand ça a été décalé, ils vont avoir, cette trésorerie va finir par re-rentrer. Donc on peut espérer que finalement leur activité va être décalée dans le temps, mais qu'en volume, ils ne vont pas perdre trop. En revanche, pour un restaurateur qui voit ça, ou quelqu'un qui tient une boutique de vêtements, qui voit son chiffre d'affaires passer à zéro immédiatement et ne pas pouvoir récupérer ce chiffre d'affaires, un restaurant qui est fermé, c'est un restaurant qui perd 1 mois, 2 mois de chiffre d'affaires. Et donc, pour ces gens-là, il va y avoir une vraie difficulté, puisque le trou de trésorerie qu'on va créer aujourd'hui, il ne va pas être comblé dans les mois qui viennent. Donc, et là, je pense que le gouvernement, enfin j'espère que le gouvernement va aussi se pencher sur ces cas de figure-là qui sont très différents. Moi, je voudrais aussi intervenir là-dessus, c'est-à-dire que ça sert aussi à ça, ce Facebook Live, c'est si vous voyez commencer à avoir des difficultés par rapport à ça, et que nous, on va faire aussi un peu de lobbying sur les dégrèvements, parce qu'ils ont annoncé des dégrèvements sur les impôts, mais aussi sur les charges sociales. Mais effectivement, les mécanismes ne sont pas connus encore, et je pense que pour les entreprises qui seront réellement en difficulté, il va falloir connaître les conditions. Et moi, je vais en tout cas essayer de pousser pour avoir des conditions beaucoup plus claires sur les dégrèvements, parce que certaines entreprises auront besoin de ce dégrèvement pour pouvoir survivre, tout simplement. Absolument. Anne-Sophie, on ne va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais quand même une question pour toi. Est-ce que dans la période qu'on vit, est-ce que si j'ai une activité qui est complètement effondrée et que je sais qu'elle ne repartira pas dans les prochains mois, est-ce que plutôt que l'activité partielle, je peux me dire,
eh ben, je suis désolé, mais je vais quand même dégraisser, je vais me séparer d'un, deux ou trois de mes collaborateurs parce que de toute façon, je ne pourrais pas tenir. Alors sans rentrer dans comment ça fonctionne et tout, est-ce qu'on a le droit de le faire aujourd'hui? Ah bah oui, on peut partir sur un licenciement pour motif économique de manière tout à fait classique par rapport à avant. Si vous avez Rien ne l'interdit, parce qu'on entend des discours, personne ne doit, il est hors de question que le moindre salarié ne soit en difficulté avec cette crise. C'est un vœu pieux, mais donc il n'est pas interdit de se séparer d'un salarié. Non, pas du tout. Bon, Non, mais c'était pour éviter la casse sociale. bien sûr. Effectivement, les ministres se sont positionnés là-dessus, et ce qui est bien normal d'ailleurs. Et puis même nous, en tant qu'entrepreneurs, il faut absolument qu'on évite, parce que le jour où on repart, il faut aussi avoir les ressources pour être là. Mais par contre, si on n'a pas le choix, effectivement, et qu'on voit que c'est plus possible, oui, bien sûr que c'est possible. Alors, il y a des questions qui arrivent. On arrive à la fin de ce Facebook Live, mais on a commencé avec 5 minutes de retard, donc peut-être qu'on peut se donner 5 minutes pour le clôturer. Mélanie, qu'en est-il des assureurs? Est-ce que je peux faire des choses avec mes assureurs en matière de, voilà, si j'ai des problèmes de trésorerie, qu'est-ce que je peux faire avec ma compagnie d'assurance? Euh, L'appeler peut-être, je ne sais pas. Prendre un café. Regarder le Ah non, on n'a pas le contrat. droit de prendre un café. Prendre un Euh, café à distance. Non, non. Mais non, c'est honnêtement sur les assurances. Moi, j'ai plusieurs clients qui m'ont évoqué la perte d'exploitation. Sauf que, alors, je ne sais pas, peut-être qu'Anne-Sophie a des informations, elle, là-dessus, mais moi, très honnêtement, je ne suis absolument pas certaine que la perte d'exploitation soit possible à mettre en œuvre. Par rapport à, enfin, pour l'activation du contrat d'assurance, Oui. je pense pas non plus. Enfin, non. Enfin, Alors, autre question par rapport au cautionnement bancaire. Alors, j'ai demandé à ma banque de décaler mes crédits. J'ai eu comme réponse, on est débordé, on fait au mieux. Ça, c'était une réaction. La question, c'est devons-nous accepter un cautionnement perso en plus du cautionnement de BPI? Alors, un cautionnement perso qui ne peut être du coup que sur les 10% restants. Oui, C'est ça. On est c'est ce que je d'accord. comprends. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est oui? Est-ce qu'on peut Alors là, la banque, elle prend plus beaucoup de risques, hein. Alors, certes, mais de toute façon, je pense que ce sera inévitable, hein. Je ne sais pas, Pierre, ce que tu en penses, mais Aujourd'hui, effectivement, déjà, je ne sais pas si ça va être un cautionnement BPI ou un cautionnement d'État. C'est pas encore très clair Et à mon avis, ce sera plutôt un cautionnement de l'État plutôt que de BPI. Alors peut-être qu'il utilisera BPI, donc ça c'est pour la technique. Par contre, pour les 10%, je pense qu'effectivement, ça va dépendre surtout de la situation de l'entreprise et de ses ressources. Je pense que ça sera effectivement assez compliqué. Après, c'est toujours une négociation qu'il y a entre le banquier et vous. Donc, il ne faut pas hésiter à, bien sûr, ne pas le faire. Maintenant, les banquiers sont pas non plus, enfin, ils sont comme nous, des entrepreneurs. Et s'ils voient de toute façon que la caution, finalement, c'est plus du papier qu'autre chose, entre guillemets, ils le sauront très bien. Donc, je pense que c'est vraiment une négociation entre le banquier et vous, et n'hésitez pas effectivement à challenger ça. Maintenant, des fois, ça sera compliqué de ne pas la prendre, en fait, sur les 10% restants. Alors, une question, si on a refusé des traites fournisseurs car on ne pouvait plus faire face, est-ce qu'on peut être fiché Banque de France? Est-ce qu'on peut perdre sa note financière, Mélanie? alors, très honnêtement, oui, dans l'absolu, oui, en effet, hein, ça pose des vrais problèmes. Et là-dessus, moi, je tiens aussi à vraiment sensibiliser les entrepreneurs sur vis-à-vis du paiement de leurs fournisseurs. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui par l'État qui doivent nous permettre à tout prix de préserver les paiements à nos fournisseurs, à tout prix. Parce qu'évidemment, on est fournisseur, mais on est aussi client. Si nos clients à nous font pareil et disent on arrête de payer, donc là, c'est toute l'économie qui se grippe et c'est terminé. Donc ça, il faut le préserver à tout prix. Pierre, une question. Alors on entendrait que la BPI ferait du cautionnement, mais pour les entreprises qui étaient en bonne santé économique avant la crise, et si mon entreprise était dans une situation très fragile avant le Covid-19, est-ce que je peux espérer bénéficier d'un cautionnement bancaire ou est-ce que dans ce cas-là, ça relève d'autre chose parce qu'en fait, mon entreprise était déjà en difficulté avant même cet épisode de pandémie? Il y a deux choses en fait. Par rapport à BPI, c'est là où il faut pas se tromper. Il y a les encours courants
Et donc ça, si l'entreprise était déjà en difficulté, il faut faire la demande. Après, c'est la réponse de BPI. Moi, je peux vous donner un témoignage, c'est que j'ai investi dans une startup où la startup était en difficulté avant le Covid et on a une réponse positive de BPI. Donc, il y a quand même voilà, des vrais faits. Avec un simple email, ils connaissaient notre situation et ils ont décalé l'encours bancaire. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Après, sur l'encours, pour les 300 milliards qui vont se débloquer, ils sont essentiellement faits justement pour les entreprises qui seront en difficulté et qui auront besoin de trésorerie. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas besoin d'aller prendre cet emprunt bancaire, enfin, vous pouvez le prendre, hein, c'est pas la problématique, mais il sera, à mon sens, prioritairement donné aux entreprises qui vont avoir des difficultés de trésorerie. Et justement, ces 90% de cautionnements sont faits pour ça. Donc, il faut bien préciser les deux choses. C'est le décalage des encours et les nouveaux emprunts. Alors, il est 9h35, on arrive au bout de cette matinée. Il y en aura d'autres. Donc, je voudrais d'abord remercier Pierre Minaudier et Mélanie Tisserand et Anne-Sophie Rio pour vos explications. Je vous rappelle qu'on vous a donné tout l'état de l'art aujourd'hui, mais c'est mouvant. Donc, tout ça est assez. Voilà, on fait de notre mieux, mais il est évidemment possible que ces dispositifs bougent encore. Je vous rappelle que vous pouvez, sur le Facebook Live, dans les commentaires, vous pouvez nous suggérer des idées de sujets, vous pouvez continuer à poser des questions parce que ça va nous permettre, nous, de choisir les prochains thèmes qu'on développera dans ces live solidarité CJD à partir de la semaine prochaine. Donc, on se retrouve mardi à 8h30. On parlera d'une question simple, c'est comment faire enfin non pas une question simple, une question compliquée. Comment est-ce que je peux faire travailler mes salariés en toute sécurité si je rouvre mon entreprise? Donc ça, ce sera mardi à 8h30. Jeudi à 8h30, comment est-ce que je fais pour manager mon entreprise à distance? Parce que c'est évidemment un vrai sujet. Manager à distance, le télétravail, c'est sympa. Mais le télétravail pendant 6 semaines, ça commence à devenir compliqué. Donc, en tant que patron d'entreprise, comment je fais pour manager des gens qui travaillent à distance sur la durée? Voilà, je voulais vous remercier tous encore, vous qui étiez devant votre écran, qui avez posé beaucoup de questions. Donc, merci à vous, merci à nos intervenants. Et puis, au plaisir de vous retrouver mardi prochain à 8h30 pour une nouvelle conférence. À très bientôt et bon courage à vous. Prenez soin de vous. Merci.